Je suis animé par une ambition, et une seule, servir, être utile à mon pays. Mesdames et messieurs, 8 mois, c'est court. Être Premier ministre est l'honneur de ma vie. Et je ne le cache pas, il y a évidemment une frustration à quitter mes fonctions au bout de 8 mois seulement. Je dis que ma détermination à agir pour les valeurs de la République est intacte. Je suis convaincu que dans d'autres circonstances, nous aurions mené ce travail à bon port. Le lien que nous avons est ce que j'ai de plus précieux. Comptez sur moi pour continuer à le tisser. Les vraies voix Sud Radio. Donc on revient sur ce sondage, mon cher Frédéric, où la question qu'on pose, c'est cette fragilité finalement du bloc central. Oui, c'est un enseignement majeur de ce sondage IFOP fiducial pour l'opinion et Sud Radio. On voit à quel point le contexte récent, la chute de François Bayrou, la démonétisation et le rejet très fort éprouvé à l'égard d'Emmanuel Macron impacte les principales figures du bloc central, puisqu'Édouard Philippe fait mieux que les autres, mais il est même qualifié pour le second tour, mais il est à 16%, il était à 21% dans une enquête IFOP fiduciale pour le Figaro. C'est une usure. C'est une vraie baisse. Gabriel Attal, qui tutoyait les 16-18%, n'est plus qu'à 10%. Ça ne veut pas dire qu'ils sont irrémédiablement perdants, mais on voit à quel point, pour ces candidats, je mets de côté François Bayrou avec 3%, c'est une candidature aujourd'hui de témoignage. Je le répète, ça peut aussi changer. François Hollande. Gérald Darmanin ne s'est pas vraiment déclaré candidat, mais pour ceux qui sont vraiment aujourd'hui plutôt candidats, à savoir Édouard Philippe et Gabriel Attal, c'est comment articuler un programme de rupture, parfois ambitieux. On a bien entendu Gabriel Attal à Arras la semaine dernière, il y avait des mesures chocs, et la perception chez les Français qu'ils restent attachés, entachés, si je puis dire, de ce rejet à l'égard d'Emmanuel Macron. Comment créer la rupture tout en étant vu comme proche? Rappelez-vous, le Nicolas Sarkozy de 2007 avait très bien réussi, alors qu'il était dans les gouvernements Chirac quasiment pendant 5 ans. Il y a eu quelques mois où il en est sorti. Il a quitté le ministère de l'Intérieur en mars 2007, quelques semaines, quelques jours avant l'élection. Jamais il n'est apparu comme le sortant. Jamais il n'est apparu comme un Chiracien. Aujourd'hui, Édouard Philippe et Gabriel Attal apparaissent, à tort ou à raison, ils ont des images différentes. Édouard Philippe s'est descotché de Macron en 2020. Gabriel Attal n'a pas du tout la même image en termes de proximité qu'Emmanuel Macron. Pour l'instant, ils rentrent dans l'atmosphère et ils sont, si je puis dire, fragilisés par cette assimilation avec le macronisme. Moi, je me fais une réflexion, vous allez me dire si je me trompe ou pas. Ceux qui sont restés au gouvernement, c'est-à-dire Attal, Darmanin, Bayrou, implosent, ou explosent, comme vous préférez. Et celui qui est parti depuis longtemps, dans le bloc central, arrive à se maintenir, c'est Édouard Philippe. Oui, c'est ça. Est-ce que finalement, Emmanuel Macron ne porte pas la chkoumoune? Non, je parlerai pas en ces termes, mais on a un C'était de l'humour, non, mais j'ai compris, bien sûr, comme le film avec Belmondo. Exactement. On a un président qui est très fortement rejeté dans le baromètre IFOP JDD, qui est le plus ancien de la Ve République. Seul François Hollande a fait moins bien que lui à quelques reprises. Il a une part de très mécontent qui est maintenant majoritaire. Dans les qualitatifs, dans ce que disent les Français, et c'est très ancré, il y a l'idée que la ruine du pays, la dette, c'est lui. Il y a un regard moins critique sur l'international, mais en parallèle, l'idée qu'il a abandonné les Français, qu'il est responsable de cette crise parlementaire avec la dissolution, ça fait beaucoup. Et cette image en termes de déconnexion, l'idée que les Français nous disent, il ne nous connaît pas, il ne nous écoute pas, il ne nous comprend pas. Donc c'est très lourd. Maintenant, on sait très bien qu'Emmanuel Macron a souvent réussi à rebondir. Il gouvernera jusqu'au bout. L'international lui permet de se maintenir à flot sur les sujets qui intéressent les Français. Il ne faut pas oublier la dimension internationale, mais on voit, et c'est dans ça qu'il y a une vraie rupture par rapport au sondage il y a 4-5 mois, où il y avait une dissociation entre le rejet d'Emmanuel Macron et des figures du bloc central qui faisaient belle figure, Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Michael ou Philippe? Je voulais juste dire, je suis pas sûr que la popularité supplémentaire d'Édouard Philippe soit due au fait qu'il soit parti avant, parce que quand il venait de partir de Matignon, c'était pendant le Covid, sa popularité était assez importante, notamment parce qu'on avait dit... Mais là, c'est du vote, mon cher Michael. C'est pas de la popularité. On peut être très populaire et avoir... On n'a pas parlé du tout de Dominique de Villepin, qui réussit un score plutôt intéressant, 4 à 5%. C'est vrai que Darmanin mais il est très fort dans les enquêtes de popularité. Je pense que Darmanin est assez populaire. Le problème, c'est que de Villepin, on ne sait plus s'il est à droite ou à gauche. Alors, il a un électorat très très composite. Édouard Philippe a une attitude très habile. En réalité, pendant quelque temps, il
il se situait dans le macronisme, mais avec une opposition très subtile et très fine, de sorte qu'il n'a pas pâti fondamentalement de la désaffection d'avec Emmanuel Macron. Mais comme le dit très bien Frédéric, la catastrophe pour le socle macroniste, c'est à la fois le fait que Emmanuel Macron a démontré que ce dépassement était du vent, en quelque sorte, et que sa pratique présidentielle et son personnage, comme l'a très bien dit Frédéric, ont obéré radicalement toute possibilité d'un futur macronien. Mais moi, je pense d'ailleurs que le macronisme ne va pas s'effondrer, précisément parce que c'est pas Emmanuel Macron qui l'a créé. Et il a toujours existé. C'était de l'orléanisme, c'était du saint-simonisme, mais si tu veux, cette vision technicienne de la politique, centriste, social-libérale, a toujours existé d'une manière ou d'une autre, et je pense que le macronisme survivra. Il sera très affaibli parce qu'on a eu 10 ans de macronisme et que visiblement c'est une catastrophe. Oui, mais là pour le coup c'est très incarné. Oui, c'est très incarné, je suis d'accord. Emmanuel Macron est l'incarnation parfaite de ça. Mais les idées resteront. La sociologie restera, parce qu'à mon avis, cette élite qui est plutôt pro-européiste, ouverte sur le monde, etc., restera. Et les personnalités qui ont émergé du macronisme resteront, parce que c'est des jeunes quand même. Donc, des Gabriel Attal ou des Gérald Darmanin, on va quand même les voir et s'aimer dans la vie politique pendant encore longtemps. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mon cher Mickaël, vous voyez. Allons-y. Je suis en pleine dissidence. C'est que l'orléanisme, alors celui qui a représenté l'orléanisme le plus parfaitement, c'était Valéry Giscard d'Estaing, et qui était un président plutôt populaire, même s'il a été battu en 80. Alors que Macron, c'est pas la même chose. Macron, c'est le mariage de la droite orléaniste et de la gauche caviar. C'est Rocard d'Estaing, comme disait l'autre. Voilà, c'est Rocard d'Estaing, comme il disait, ou c'est l'enfant caché qu'aurait eu Rocard et Giscard. Et la question, c'est que pour moi, ces deux blocs ne sont pas, ils sont les mêmes sociologiquement, mais ils n'ont pas le même mode de fonctionnement. Macron a fait la synthèse, mais je pense qu'une fois que Macron arrête la politique, le macronisme, c'est comme Capri, c'est fini. Tu penses que le centre-droit se reséparera du centre-gauche, alors qu'ils se sont quand même rendus compte qu'ils étaient d'accord sur à peu près tout? Oui, je pense qu'ils se sépareront, déjà pour les ambitions personnelles. Ok. Je pense qu'on pense non, mais c'est deux théories qui se tiennent. Est-ce qu'avec avec un Édouard Philippe ou un Raphaël Glucksmann, le centre droit et centre gauche trouverait un bon candidat? Parce que Raphaël Glucksmann est marqué à gauche, mais c'est intéressant de voir qu'il arrive à prendre de l'électorat Macron. Alors l'électorat Macron, il est extrêmement composite. Si on remonte à 2017, il prenait 90% des Bayrou 2007, 20-25% des Sarkozy 2007 et une partie importante de l'électorat de Ségolène Royal. Là, il y a une vraie compétition, je pense, parce que on l'a pas dit. Avec un RN si fort, le ticket d'entrée pour le second tour est extrêmement bas. On est, vous voyez, quand on prend les hypothèses, et Jean-Luc Mélenchon, et Glucksmann, et Philippe, même parfois Retailleau sont en possibilité de dire, je suis dans la marge d'erreur par rapport à l'accès du second tour. Donc il va y avoir une bataille pour l'électorat d'Emmanuel Macron, qui n'est plus captif automatiquement vers le bloc central, et comme vous le dites, Mickaël, une bataille pour le centre-gauche. Est-ce qu'ils vont trouver un candidat idoine, ou vont-ils se fracturer? Ça sera aussi une des inconnues de la campagne. Bien sûr. Allez-y. Mais moi, j'avais quand même une autre question. Est-ce que c'est pas quand même la preuve, quand on regarde le score de Glucksmann, qui représente le centre-gauche, que finalement, et c'est pour ça que je pense que les deux blocs sont irréconciliables, c'est que le bloc orléaniste, par exemple, parlera de sécurité. Ça lui posera pas de problème. Alors que le bloc qui vient de la gauche, c'est-à-dire aujourd'hui Agnès Pannier-Runacher, Clément Beaune, etc., parler d'insécurité et d'immigration, on est à la limite du blasphème. Oui, mais c'est pas envisageable. Mais donc c'est pour ça que je pense que c'est leur électorat en parle. Oui, mais le centre-gauche en parle beaucoup. Oui, mais eux parlent pas à leur électorat, c'est là où il y a un gros problème. Regarde Gabriel Attal et Prisca Thévenot, ils incarnent la gauche du macronisme qui parle beaucoup des questions de sécurité, et surtout ce centre-gauche qui parle de sécurité, il a une incarnation partout en Europe. En Angleterre, bon, il va se prendre visiblement une raclée, mais c'était Keir Starmer. Dans les pays d'Europe du Nord, il y a aussi une gauche social-démocrate qui est très concernée par ces enjeux-là. Donc peut-être qu'ils joueront la carte comme ça. Et puis, pardon de faire tomber le débat à cause de mon immaturité politique, mais il faut tenir compte pour le futur
je reviens à ma vision de droite, des talents personnels. Ah oui, vous parliez de Prisca Thévenot, elle ne fait pas le poids face à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, Gabriel Attal. Excusez-moi, Gabriel, là, désolé, j'ai cru quand j'ai vu le sondage que vous alliez porter le deuil ce soir, Philippe Bilger, mais 10% Gabriel Attal, moi ça m'étonne absolument pas. Gabriel Attal, c'est le néant pour moi. Ah, en 2016, Emmanuel Macron était à 10-11%. Donc vous savez, on est quand même très très loin du vote. On se serait vu le 29 septembre 2015, on aurait parlé de tous les candidats possibles, sauf Emmanuel Macron. Donc voilà, je suis quand même prudent sur le Frédéric, vous parliez de François Bayrou à 3%. François Hollande a commencé à 3%. Alors ça, c'est une légende urbaine, pas dans les enquêtes présidentielles. Vous m'enlevez une illusion. Juste une petite précision. Petite précision. On est sur quel type de public sur ce bloc central aujourd'hui? On est sur un échantillon de classe moyenne, de personnes âgées de plus de 50 ans et plus, de salariés, et ça colle avec l'électorat Glucksmann, avec l'électorat Philippe. C'est peut-être les deux électorats les plus proches. Jean-Luc Mélenchon fait 37% chez les moins de 25 ans. Comme en 2022, les primo-votants choisiraient massivement Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que de manière assez habile, LFI joue à fond la participation, la mobilisation de la jeunesse, des quartiers et de l'électorat plutôt des Français de confession, de culture musulmane. Évidemment. Et ce sont trois choses différentes. Et est-ce que le RN arrive à tracter une partie de l'élite, de l'électorat des centres urbains, etc. J'ai l'impression qu'il y a un changement. Vous savez, quand on est à 33-35%, on y arrive. Il y a plus de catégories où ils sont à zéro. Mais c'est vrai que leur moins bon score, par exemple, c'est les catégories ultra diplômées, ils sont autour de 20%. C'est quand même beaucoup par rapport au passé. Est-ce qu'à votre avis, Frédéric, Raphaël Glucksmann ne pourra pas apparaître dans le futur, aux yeux de certains, comme un clone de gauche d'Emmanuel Macron, comme une sorte d'intellectuel qui a beaucoup mué, je trouve. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... C'est l'attaque qu'a lancée à plusieurs reprises une partie de la gauche radicale, je pense à LFI, pour dire Glucksmann c'est du macronisme et du Rassemblement national. C'est aussi un défi pour Raphaël Glucksmann de ne pas apparaître comme l'héritier. Une présidentielle de rupture ou de renouvellement, où le président sortant n'est pas candidat, il faut être dans la distinction, voilà, la rupture par rapport au prédécesseur. Allez, 0826 300 300, c'est Abdelak qui est avec nous de Mont-de-Marsan. Bonsoir Abdelak. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et qu'est-ce que vous vous dites, vous ? Que non, c'est loin d'être fini le macronisme. On a goûté, vous savez, des personnes comme moi, justement, qui suis d'origine musulmane, d'environnement en tout cas, que je suis français fier de l'être. On aime beaucoup en fait cette partie centrale qui nous paraît la plus intelligente. Et franchement, quand je vous entends, j'ai vraiment mal au cœur de savoir que mon pays, maintenant, les gens 35% pour l'extrême droite, les fachos, et 35% pour les mêmes le facho à gauche. Oui, mais c'est toujours du facho, l'extrême droite. Non, pas vrai. Mais ouais, l'extrême droite c'est toujours des fachos et l'extrême gauche pareil. Et de savoir que mon pays a près de plus ou près de 50% des personnes qui disent qu'ils sont pour un parti de l'extrême, franchement ça me transperce. Ça me donne envie de vomir. On a été éduqués, on sait ce que c'est que l'histoire, on sait ce que c'est que l'extrême droite, on sait ce que c'est que l'extrême gauche. Et franchement, vous dites mais c'est pas possible. Mais où je suis notre planète, moi, où les gens sont complètement débiles. Moi, j'arrive pas à comprendre. Donc c'est pour ça que je me dis que les gens sensés, ils seront ni de droite ni de gauche. On va se retrouver au centre parce qu'on va être obligé, que ce soit une personne de droite ou de gauche qui soit face à l'extrême droite au second tour. Les centristes comme moi, on s'en fichera que ce soit droite ou de gauche. Mais en tout cas, on voudra tout sauf les extrêmes, quoi. Donc, Abdelak, vous restez avec nous. On va faire réagir Michael Sadoun, par exemple. Bonjour Abdelak. Moi, je respecte beaucoup votre vote, mais je crois vraiment que quand vous dites que les gens qui ne votent pas comme vous ou qui n'ont pas la même conception des choses que vous sont des fachos ou des débiles, vous reproduisez vraiment l'erreur du macronisme qui a fait qu'aujourd'hui il s'est totalement effondré et on le voit dans les sondages. Frédéric Dabi nous a dit tout à l'heure que par exemple dans l'électorat du RN, il y avait peut-être une couche historique de Jean-Marie Le Pen, mais et vous avez bien vu qu'ils ont quand même évolué considérablement, ne serait-ce que dans l'électorat, le nombre d'électeurs. Donc nécessairement, il y a d'autres couches qui se sont superposées et qui sont évidemment ni des fachos, ni des racistes, qui sont des gens très bien et des Français patriotes. Dans l'électorat uniquement, monsieur. Uniquement dans l'électorat, ils ont évolué. Uniquement. C'est pas vrai. Je pourrais vous dire que dans les cadres, il y a beaucoup de gens qui viennent de LR, qui sont des gens très bien, qui n'ont pas une once de racisme.
Très bien, monsieur, mais bien sûr, mais j'ai des gens qui vont vous dire, mais oui, mais moi je suis pas raciste, j'ai un cousin ou un ami qui est noir ou un ami musulman. Ça c'est les années 80, Abdelhak. Oui. Non, mais la base de l'extrême droite, c'est quand même toujours la même chose. C'est des gens qui sont contre l'avortement, des gens qui étaient contre l'avortement. Non, ils veulent plus supprimer l'IVG. C'est pas la base. Marine, elle était trop à gauche sur un certain plan. C'est toujours les mêmes. Mais ils ont nettoyé la vitrine, mais le fonds de commerce, c'est le même. Mais ils ont même voté pour l'inscription de l'avortement dans la Constitution. On a bien compris qu'Abdelhak, on comprend Abdelhak. Si je peux me permettre, ce que dit Abdelhak est assez représentatif des lecteurs du bloc central qui refusent le RN et la France insoumise qui se sont prises dans une tenaille. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Abdelhak en tout cas de votre message. Vous rappelez quand vous voulez, vous restez avec nous à partir de 20h.